Qu'est-ce qu'un type de la cité vient faire dans ma cage? Ricana Lucas Duval, se pavanant avec une arrogance calculée sous les lumières aveuglantes de la grande arène de combat de Lyon. La structure métallique tremblait sous les acclamations assourdissantes d'une foule en délire. La sueur perlait sur ses épaules musclées, un film brillant qui captait et renvoyait les feux des projecteurs, alors qu'il arpentait son territoire, un sourire carnassier destiné aux innombrables caméras qui le traquaient, absolument certain qu'il allait anéantir son adversaire en un éclair. De l'autre côté de l'octogone, Stéphane Dubois se tenait immobile, silencieux, parfaitement maître de lui, le regard fixe et impénétrable. Pour Lucas, il semblait inoffensif, juste un autre gars des quartiers qui avait eu la chance de partager la vedette avec lui. Ce qu'il ignorait, c'est que Stéphane avait été forgé dans de véritables batailles où les erreurs coûtaient des vies, pas des trophées. La cloche retentit une seule fois. 10 secondes plus tard, Lucas gisait, silencieux, sur la toile. Avant d'aller plus loin, commentez d'où vous regardez dans le monde et assurez-vous de vous abonner, car l'histoire de demain est à ne pas manquer. L'arène pulsait comme une créature vivante. 20 000 cœurs battaient au rythme de la musique d'entrée aux basses lourdes. Des projecteurs dessinaient des cercles blancs à travers un brouillard artificiel tandis que Lucas, la vipère, Duval descendait la longue passerelle menant à la cage. Il portait une chaîne en métal bon marché autour du cou, la faisant tournoyer pour les caméras pendant que son entourage hurlait de rire. Dans le coin bleu, Stéphane Dubois restait parfaitement immobile. L'odeur familière du baume du tigre emplit ses narines alors qu'Hugo Leclerc, le neveu de Monique Dubois, lui bandait soigneusement les mains avec du ruban blanc. Chaque tour de bande était une méditation, un rituel transmis de génération en génération dans les salles de boxe. « Ça va, tonton Stéphane » murmura Hugo en lissant la dernière bande entre les articulations de Stéphane. Stéphane hocha la tête une fois, les yeux rivés sur le spectacle théâtral de Lucas. Le challenger jouait pour la foule, tirant une énergie cruelle de ceux qui confondaient la moquerie avec le divertissement. Lucas attrapa la chaîne autour de son cou et fit semblant de se débattre contre elle. Son visage se tordit en une grimace exagérée qui fit rugir ses partisans d'approbation. De son coin, Stéphane pouvait voir les personnes âgées au premier rang, des diacres de l'église et des anciens du quartier qui avaient aidé à financer sa salle de boxe. Leurs visages étaient taillés dans la pierre, ayant vu ce genre de spectacle bien trop souvent. Mais ils étaient là, en témoin. Cela comptait. Une équipe de tournage encercla Lucas alors qu'il s'approchait de la porte de la cage. Les microphones captaient ses commentaires incessants. « Je vais renvoyer ce gamin à ses chères études, vous voyez ce que je veux dire ?» Il fit un clin d'œil à l'objectif, la voix dégoulinante d'un faux accent du sud de la France. « N'est-ce pas, Atlas ? Il est temps de laisser tomber tes rêves, mon garçon. » Stéphane respira profondément et calmement. Il trouva le visage de Léo Moreau dans la foule, son jeune protégé assis droit comme un i à côté de Monique. Les yeux du garçon étaient écarquillés par la tension, mais lorsqu'il croisa le regard de Stéphane, il releva le menton avec une fierté féroce. C'était ça qui importait, montrer à la nouvelle génération comment se tenir droit. L'arbitre appela les deux combattants au centre pour les dernières instructions. Lucas s'avança en se dandinant, refusant de croiser le regard de l'officiel. Au lieu de cela, il se pencha près de Stéphane et murmura des mots que les caméras proches captèrent clairement. « Après ça, tu pourras venir nettoyer ma piscine si tu demandes gentiment. » Le pouls de Stéphane resta stable. Il avait appris il y a longtemps que la haine n'était que du bruit, et que le bruit ne pouvait vous blesser que si vous le laissiez entrer. Il se concentra sur sa respiration, sur la toile ferme sous ses pieds, sur les années d'entraînement qu'il avait menées à ce moment. L'arbitre termina ses instructions et leur demanda de se toucher les gants, une marque de respect traditionnelle. Lucas éclata de rire et recula en dansant, jouant pour son coin. « Non, je ne touche pas ce que je ne peux pas laver. » D'autres rirent de ses partisans, tandis que d'autres dans la foule commençaient à huer. Stéphane retourna dans son coin où Hugo attendait avec le protège-dents. Les mains du jeune homme tremblaient légèrement en le lui tendant. « Reste concentré, » murmura Hugo. « Comme à la salle. Comme à l'entraînement. » Stéphane hocha la tête, ajustant le protège-dents avec une aisance habituée. De l'autre côté de la cage, Lucas faisait le spectacle pour son coin, boxant dans le vide avec des mouvements exagérés et interpellant ses fans. Le contraste entre les combattants ne pouvait être plus frappant. Un homme essayant de transformer la violence en cirque, l'autre la traitant avec la gravité qu'elle méritait. La cloche sonna, nette et claire, à travers l'arène.
Lucas commença immédiatement à sautiller sur la pointe des pieds, les mains basses, le menton levé. Un combattant si convaincu de sa supériorité qu'il en avait abandonné la défense de base. Il tourna le long du bord extérieur de la cage, pointant Stéphane du doigt et articulant des mots qui n'avaient pas besoin d'être entendus pour être compris. 20 000 voix fusionnèrent en un mur de son. « Batte-toi, bats-toi, bats-toi » Stéphane s'installa dans sa garde, les épaules tombant en position parfaite, les mains levées pour protéger son menton. Chaque muscle était détendu mais prêt. Chaque respiration mesurée et ample. Il fit un seul pas en avant. La réponse de Lucas fut de tirer la langue et de se taper sur la cuisse comme un homme appelant un chien. Le manque de respect était calculé, conçu pour provoquer une réponse émotionnelle. Mais Stéphane avait passé des années à enseigner aux jeunes combattants que l'émotion était l'ennemi de la technique. Le chant de la foule devint plus fort, plus affamé. Lucas s'approcha, jouant toujours pour les caméras, croyant toujours que tout cela n'était qu'un spectacle. Il ne vit pas ce que les élèves de Stéphane auraient reconnu instantanément. Le léger transfert de poids, l'angle presque imperceptible du pied arrière, la façon dont les yeux de Stéphane se concentraient non pas sur le visage de Lucas, mais sur le centre de sa poitrine, là où tout mouvement commençait. Le premier échange explosa avec la fureur soudaine d'un éclair d'été. Lucas se lança en avant, tout en arrogance et en spectacle, tandis que Stéphane restait centré dans l'œil du cyclone, prêt à répondre à l'exhibitionnisme par la science. Le premier échange fut comme un coup de tonnerre. Lucas se jeta en avant avec un crochet du droit ample et sauvage, sa forme bâclée par un excès de confiance. Le coup siffla près de l'oreille de Stéphane, ne rencontrant que le vide. En cette fraction de seconde, les yeux de Lucas s'écarquillèrent. La première lueur de doute traversa son visage alors qu'il réalisait son erreur. Stéphane se déplaça avec la grâce fluide d'une longue pratique. Il entra dans la distance de Lucas, acceptant le corps à corps alors que Lucas tentait de retrouver son équilibre. Leurs corps s'entrechoquèrent et le genou de Stéphane monta, sec et précis, dans les côtes de Lucas. L'impact arracha un grognement à la gorge de Lucas, plus de surprise que de douleur. Ils se séparèrent, Lucas reculant tout en essayant de minimiser le coup. Coup de chance. Ricana-t-il, mais sa voix avait perdu une partie de son assurance. Il tourna vers la gauche, donnant des coups de patte avec son JAB, n'étant plus aussi enclin à se précipiter aveuglément. L'énergie de la foule changea, les hurlements sanguinaires se transformant en murmures d'appréciation alors qu'il reconnaissait le fossé technique entre les combattants. Stéphane se déplaçait comme de l'eau, chaque pas délibéré, coupant les angles de fuite de Lucas sans sembler le pourchasser. Lucas lança un crochet du gauche en boucle, télégraphiant le coup avec une légère inclinaison de l'épaule que Stéphane avait sûrement vue dans les enregistrements de combat. Stéphane l'esquiva magnifiquement, laissant le coup effleurer son épaule avant de pivoter pour placer un contre net au foie de Lucas. Le coup était précis, conçu pour faire mal sans causer de dommages sérieux. « C'est tout ce que tu as, mon garçon ?» cria Lucas, mais son visage le trahissait. Une fine pellicule de sueur était apparue sur son front, et sa respiration était déjà laborieuse. Le mouvement constant, les coups manqués et le travail au corps de Stéphane commençaient à faire leur effet. Dans la foule, Léo se pencha en avant sur son siège, reconnaissant la mise en place. Il avait vu Stéphane répéter cette combinaison des milliers de fois à la salle, la façon dont son entraîneur appâtait les combattants agressifs pour qu'ils s'engagent trop, utilisant leur propre élan contre eux. Stéphane abaissa légèrement son centre de gravité, un changement subtil qui suggérait qu'il pourrait chercher une mise au sol. Lucas mordit à l'hameçon, baissant ses mains pour se défendre contre le coup inexistant. C'est à ce moment que Stéphane frappa. Le direct du gauche était d'une beauté terrible. Il parcourut la distance la plus courte possible entre deux points, lancé depuis la position parfaite de Stéphane. Le coup portait le poids d'années d'entraînement, d'innombrables heures à frapper des pattes d'ours et des sacs de frappe, de séances de sparring où chaque détail était affiné jusqu'à la perfection. L'impact fut audible même par-dessus le bruit de la foule, un craquement sec comme une branche se brisant en hiver. La tête de Lucas fut projetée en arrière, son corps se raidissant pendant un instant avant de s'effondrer sur la toile. Il tomba à plat, les bras écartés, les jambes emmêlées sous lui. L'arbitre Christophe Martin s'interposa immédiatement, mettant fin au combat. L'échange entier, du premier au dernier coup, n'avait duré que 10 secondes. L'arène devint complètement silencieuse. 20 000 personnes retinrent leur souffle alors que le personnel médical se précipitait vers le combattant à terre.
Le silence était si complet qu'on pouvait entendre le frottement de leurs chaussures sur la toile, le cliquetis métallique de leur équipement. Au premier rang, les lèvres de Monique bougeaient en une prière silencieuse, ses mains usées fermement jointes. Autour d'elle, les anciens, qui avaient été témoins de décennies de manque de respect, restaient parfaitement immobiles, leurs visages des masques impénétrables. Stéphane ne célébra pas. Au lieu de cela, il posa un genou à terre à côté de son adversaire tombé, vérifiant sa respiration avec l'attention méticuleuse de quelqu'un qui comprenait la grave responsabilité qui accompagnait un tel pouvoir. Son visage ne montrait aucun triomphe, aucune vengeance, seulement une préoccupation professionnelle. L'équipe médicale travaillait efficacement, leur voix basse portant dans l'arène silencieuse alors qu'ils évaluaient l'état de Lucas. Stéphane se leva et recula, leur laissant de l'espace pour travailler. Il se dirigea vers son coin avec le même calme mesuré qu'il avait montré tout au long du combat. Alors qu'il passait devant la caméra la plus proche de son coin, sa voix était à peine un murmure, mais le microphone la capta clairement. Voilà à quoi ressemble la dignité. Hugo s'approcha pour débander les mains de Stéphane, ses propres doigts tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline résiduelle. Sur le ring, Lucas commençait à bouger, répondant aux questions des médecins. Le silence commença à se briser, remplacé par des applaudissements épars qui devinrent de plus en plus forts. Stéphane resta parfaitement immobile pendant qu'Hugo travaillait. Sa respiration était déjà revenue à la normale. Il regarda l'équipe médicale aider Lucas à s'asseoir, notant les yeux clairs et les mouvements coordonnés du jeune combattant, signe que le chaos, bien que décisif, n'avait causé aucun dommage durable. Les écrans géants rediffusaient la fin du combat au ralenti, la feinte, la réaction défensive de Lucas, et la mécanique parfaite du coup final. Même au quart de la vitesse, l'exécution était impeccable. Pas de mouvement gaspillé, pas de coup sauvage, juste une technique propre délivrée avec une précision chirurgicale. Au premier rang, Léo étudiait attentivement la rediffusion, son jeune visage sérieux et concentré. Il avait vu cette même combinaison à l'entraînement, l'avait lancée d'innombrables fois sur le sac lourd sous les instructions patientes de Stéphane. Mais la voir exécutée à ce niveau, sur cette scène, contre quelqu'un qui avait essayé de transformer leur sport en une plateforme pour la haine, c'était une leçon qui allait au-delà de la technique. L'énergie de l'arène changea alors que Stéphane se dirigeait vers les coulisses, la réaction de la foule se divisant comme l'huile et l'eau. Certains fans se levèrent, applaudissant avec un respect sincère, tandis que d'autres huaient et lançaient des insultes. Des gardes de sécurité le flanquaient, leur présence plus rituelle que nécessaire étant donné son attitude calme. Le couloir en béton semblait plus frais que la cage, les bruits de la foule s'étouffant alors que de lourdes portes se refermaient derrière eux. Les pas de Stéphane résonnaient sur les murs, sa respiration toujours régulière et contrôlée. La sueur refroidissait sur sa peau alors qu'il se dirigeait vers le vestiaire, Hugo Leclerc marchant légèrement derrière avec leur sac d'équipement. Au coin d'un couloir, des voix provenaient d'une alcôve de service. Des chuchotements durs qui ne correspondaient pas à l'atmosphère professionnelle du lieu. Stéphane ralentit le pas, ne voulant pas écouter aux portes, mais attiré par l'urgence des tons. « Règle ça maintenant », siffla la voix de Philippe Girard, une colère à peine contenue la faisant trembler. « Tu comprends ce que tu viens de coûter à nos sponsors ?» Les chiffres offshore étaient clairs. La réponse de l'arbitre Christophe Martin était plus basse, nerveuse. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» C'était un coup net. « Trouve quelque chose. » N'importe quoi. C'est pour ça qu'on te paie, non? Ou devrais-je rappeler à certaines personnes ta dette au casino Barrière de Cannes? Stéphane continua son chemin sans tourner la tête, mais il aperçut leur reflet sur un moniteur mural. La main manucurée de Girard agrippant la manche de Martin, le visage de l'arbitre blême sous les néons. Hugo toucha l'épaule de Stéphane, une question silencieuse dans les yeux, mais Stéphane secoua simplement la tête. Ils étaient dans le monde de la boxe depuis assez longtemps pour savoir que certaines batailles ne valaient pas la peine d'être menées. La porte du vestiaire venait à peine de se fermer derrière eux qu'un officiel de la commission fit irruption, un presse-papier à la main et l'air mal à l'aise. « Monsieur Dubois, il y a eu une révision de la fin du combat. » Stéphane débandait ses mains, le ruban se détachant en longues bandes. Une révision? C'était un chaos. Net. L'arbitre a identifié un coup illégal à l'arrière de la tête. Le résultat est annulé et déclaré sans décision. Le ruban cessa de se dérouler. Les mains de Stéphane s'immobilisèrent. C'est impossible. Il s'est tourné vers le coup.
La décision de la commission est finale. L'officiel n'osait pas le regarder dans les yeux. Monsieur Duval est transporté à l'hôpital pour observation. Protocole standard pour toute blessure à la tête. Le résultat officiel reflétera. Montrez-moi la rediffusion. La voix de Stéphane était calme, mais portait un poids qui fit reculer l'officiel. Je ne suis pas autorisé à. La rediffusion. Stéphane se redressa de toute sa hauteur, rendant la petite pièce encore plus petite. Maintenant. L'officiel tripota une tablette, affichant le flux vidéo sur l'écran monté dans le coin. La porte s'ouvrit à nouveau. Une femme d'une cinquantaine d'années entra, une accréditation de presse autour du cou. Ses cheveux gris étaient coupés dans un style pragmatique. Valérie Bertrand couvrait les combats depuis avant que Stéphane ne commence à s'entraîner, et son expression indiquait qu'elle flairait une histoire. Ça vous dérange si je regarde aussi ? Demanda-t-elle, bien qu'elle se positionnait déjà pour avoir une vue dégagée. Son téléphone enregistrait, capturant la réaction de Stéphane alors que la séquence était diffusée. La séquence se déroula en haute définition. La feinte. La tête de Lucas se tournant alors qu'il tentait d'éviter le coup. L'impact qui suivit la ligne exacte qu'ils avaient répétée des milliers de fois à la salle. Le coup atterrit nettement sur la mâchoire. Nulle part près de l'arrière de la tête. Par la porte ouverte, il pouvait entendre l'annonce faite à la foule. Un mélange de confusion et de colère filtrait dans le couloir. Sur une civière passant devant, Lucas Duval croisa le regard de Stéphane et eut un sourire narquois, un bref éclair de satisfaction avant de se souvenir de grimacer pour les caméras. « Voici ce que je vois », dit clairement Valérie, son téléphone toujours en train d'enregistrer. Un combattant technique lance un coup net. Son adversaire se tourne vers lui. Une erreur défensive courante. L'impact est légal. Le chaos. Éclair. Diriez-vous que c'est exact, Stéphane ? Stéphane se tenait devant l'écran, regardant le moment se rejouer encore et encore. Son visage restait calme, mais quelque chose dans ses yeux s'était durci. Il a tourné la tête, dit-il doucement, chaque mot précis et mesuré. C'est le B.A de la boxe. On ne se détourne pas d'un coup. N'importe quel amateur sait ça. L'image se figea sur l'instant critique. La tête de Lucas commençant son tour. Le gant de Stéphane suivant un arc de Manuel. Le moment juste avant l'impact capturé avec une clarté cristalline. C'était la fraction de seconde qui allait lancer mille débats, figés pour la postérité. Les doigts de Valérie se déplaçaient sur l'écran de son téléphone, déjà en train de composer. 2 décennies à couvrir les sports de combat lui avaient appris à reconnaître la différence entre une controverse normale et quelque chose de plus sombre. La tension dans la pièce, le refus de l'officiel de croiser son regard, le timing de la révision. Tout cela constituait une histoire qui allait au-delà d'une décision contestée. Hugo commença à ranger leur équipement, ses mouvements vifs de colère contenus. L'officiel recula vers la porte, marmonnant des excuses à propos de paperasse et de protocole. Mais Stéphane resta là, étudiant l'image figée comme s'il mémorisait chaque pixel, chaque détail du moment où la victoire était devenue tout autre chose. La voix de Valérie brisa le lourd silence. « Ça vous dérange si je vous cite à ce sujet, à propos du fait de tourner la tête ?» Stéphane hocha la tête une fois, les yeux toujours sur l'écran. L'image restait inchangée, un coup technique parfait, une erreur défensive délibérée, et le début d'une controverse qui allait se propager bien au-delà des murs de l'arène. L'aube se levait sur la salle de Stéphane, un modeste bâtiment en briques avec des lettres délavées indiquant « la salle de boxe communautaire du bois ». La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, attrapant des grains de poussière qui dansaient dans l'air calme. Stéphane était là depuis 5 heures du matin, sa routine habituelle inchangée malgré le chaos qui couvait à l'extérieur. Son téléphone vibra à nouveau, la 20e notification en autant de minutes. Chaque vibration ressemblait à une autre petite secousse menaçant d'ébranler ses fondations. Hugo, qui était resté pour la nuit pour aider à nettoyer, lui tendit une tasse de café noir. « Tu dois voir ça », dit Hugo, en montrant son propre téléphone. La vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux semblait familière, mais fausse, comme voir son reflet dans un miroir déformé. Quelqu'un avait pris des images du chaos. Et les avait truquées, ralentissant certaines images tout en accélérant d'autres. Le montage faisait paraître le contre-net de Stéphane comme s'il glissait vers l'arrière de la tête de Lucas. Un cercle rouge apparut,
soulignant le point d'impact manipulé. 2 millions de vues déjà, marmonna Hugo en parcourant les commentaires. Ils appellent ça un coup bas. Stéphane posa son café, intact. La vérité n'a pas besoin de montage. La cloche de la porte d'entrée retentit alors que Léo Moreau la poussait, son sac à dos d'école sur une épaule. Le visage de l'adolescent était crispé de colère. Il monte sur vous partout sur Internet. Va déposer tes affaires au vestiaire, dit calmement Stéphane. On travaillera le sac lourd dans 10 minutes. Mais avant que Léo ne puisse bouger, d'autres téléphones se mirent à sonner. Monique Dubois arriva juste au moment où Stéphane répondait à un appel de leur banque. Ses chaussures de messe claquèrent contre le sol en béton alors qu'elle observait son expression s'assombrir. « Qu'est-ce que vous voulez dire par gelé ?» La voix de Stéphane resta égale, mais sa main libre se serra. « Ce sont les fonds de fonctionnement. »« Non, je comprends, une enquête en responsabilité, mais... » Il se tut, écoutant. Monique n'avait pas besoin d'entendre l'autre côté de la conversation. Elle tenait les comptes de la salle depuis assez longtemps pour savoir à quoi ressemblait un étranglement financier. Pendant que Stéphane parlait, elle sortit son grand livre et sa calculatrice, ses lèvres bougeant silencieusement alors qu'elle additionnait leurs obligations. À travers les fenêtres de devant, il pouvait voir une voiture de police se garer. 2 officiers en sortirent, suivis d'un homme en costume chair serrant une mallette en cuir. « C'est parti », murmura Hugo. Les officiers entrèrent les premiers, leurs expressions professionnellement neutres. « Monsieur Dubois, nous avons une assignation à vous remettre. » L'homme en costume, clairement un avocat, s'avança avec des papiers. « Mon client, Lucas Duval, porte plainte pour agression au-delà du cadre de la compétition sanctionnée, étant donné la gravité de ses blessures. » « Quelle blessure ?» s'emporta Léo. Il souriait quand ils l'ont emmené. « Léo. » Le ton de Stéphane était calme mais ferme. L'adolescent se tut, bien que ses poings restassent serrés. L'avocat continua comme si de rien n'était. « Nous avons également déposé une injonction d'urgence pour geler vos avoirs en attendant les procédures pénales et civiles. » Stéphane prit les papiers sans commentaire, les parcourant rapidement avant de les passer à Monique. Ses yeux se plissèrent en les lisant, des années d'expérience en tant que trésorière d'église lui permettant de déchiffrer le jargon juridique. Le papier en tête de Philippe Girard, nota TL, il n'essaie même pas de le cacher. D'autres téléphones vibrèrent. Hugo consulta un site d'information où l'équipe de relations publiques de Girard avait été occupée. Les gros titres s'étalaient sur l'écran, un combattant de rue agresse une étoile montante, et une technique illégale met fin aux espoirs de championnat. La lumière du matin semblait plus faible maintenant, comme si les mensonges assombrissaient physiquement l'air. La calculatrice de Monique cliquait régulièrement. Hypothèque, charge, assurance, paiement de l'équipement. Chaque pression de bouton ressemblait à un autre clou. 3 semaines, dit-elle finalement. C'est le temps que nous pouvons tenir avec les comptes gelés si nous faisons attention. La police et l'avocat partirent, leur travail accompli. Léo se tenait près du sac de vitesse, son jeune visage luttant pour comprendre l'injustice. Mais tout le monde a vu ce qui s'est passé. Toute l'arène a vu. Parfois, voir ne suffit pas, dit Stéphane, se plaçant à côté de son élève. Les gens voient ce qu'on leur dit de voir. Notre travail est de leur montrer ce qui est vrai. La journée s'éternisa. Les membres réguliers affluèrent, offrant leur soutien, mais posant aussi des questions inquiètes sur l'impact sur leurs abonnements. Stéphane les entraîna tous comme d'habitude, sa voix stable alors qu'il annonçait les combinaisons. Mais à chaque heure qui passait, le poids de l'incertitude devenait plus lourd. À l'approche du soir, les lumières vacillèrent 1 fois, 2 fois, puis s'éteignirent. La salle plongea dans une semi-obscurité, éclairée uniquement par le peu de lumière du coucher de soleil qui parvenait à traverser les fenêtres. La compagnie d'électricité n'avait pas attendu la fin du délai de grâce. Dans les ombres grandissantes, Stéphane se déplaça au centre du sol principal. Ses mains bandées par habitude. Il commença à boxer dans le vide. Le chuchotement de ses pieds sur le sol et le claquement doux de ses poings fendant l'air étaient les seuls sons. Léo était assis sur les marches du ring, regardant son mentor se mouvoir dans la pénombre. Monique se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau, son grand livre serré contre sa poitrine comme une armure. À travers la fenêtre, il pouvait voir Valérie Bertrand dans sa voiture, parlant dans un microphone pour son podcast.
sa voix portait faiblement à travers les murs. Quand le courant est coupé, c'est la convoi qui est encore debout. L'ombre de Stéphane dansait sur les murs sombres, chaque mouvement précis et contrôlé. Un homme boxant dans le vide contre des forces bien plus grandes que lui. La salle était peut-être sombre, mais sa forme restait parfaite, un témoignage de tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'ils essayaient de lui prendre. Le soleil ne s'était pas encore complètement levé lorsque Stéphane gara sa vieille 2CV fourgonnette près de la porte latérale de la salle. La rampe de chargement métallique claqua contre le trottoir alors qu'il l'abaissait. À l'intérieur du bâtiment sombre, il pouvait à peine distinguer les formes de l'équipement dont ils auraient besoin. « Passe-moi ce support de sac de vitesse », appela-t-il à Hugo, qui était arrivé tôt pour aider. Ils travaillèrent sans relâche, déplaçant l'équipement dans la lumière naissante de l'aube, sacs lourds, cordes à sauter, sonneries de minuterie et gants de boxe usés. L'asphalte fissuré du parking devint leur nouveau sol d'entraînement. Stéphane le balaya, marquant à la craie les espaces où l'équipement serait placé. La routine l'aidait à calmer son esprit, repoussant les pensées de comptes gelés et de papiers juridiques. Besoin d'un endroit pour reposer ses vieux os pendant que je regarde ? Stéphane se retourna pour trouver Madame Simon de l'église, portant une chaise pliante et un thermos. Derrière elle, d'autres anciens du quartier apparurent comme une parade silencieuse. Monsieur Georges, qui venait assister aux séances d'entraînement depuis des années, apporta 3 chaises empilées dans ses bras. Mademoiselle Dubois arriva sur son scooter motorisé, un plateau en carton de tasses de café soigneusement équilibré sur ses genoux. « Vous n'aviez pas à venir, » dit Stéphane, mais sa voix se cassa légèrement. « Allons, mon enfant. » Madame Simon installa sa chaise avec une efficacité habituée. « Nous regardons les jeunes s'entraîner ici depuis avant ta naissance. Aucune porte verrouillée ne changera ça. » Ils disposèrent leurs chaises en demi-cercle, créant un espace de public en plein air. L'air matinal se remplit de l'odeur du café et du doux murmure de leur conversation. Certains apportèrent des bibles, prévoyant de lire entre les entraînements. Léo arriva ensuite, son sac à dos d'école rempli de bandes et de ses vieux gants. Son plâtre de l'agression de la veille se détachait, d'un blanc éclatant sur sa peau foncée. Sans qu'on le lui demande, il commença à préparer l'équipement pour les plus jeunes qui arriveraient plus tard. « Je ne peux pas frapper avec ça, » dit-il en montrant son plâtre. « Mais je peux toujours enseigner ce que tu m'as appris. » D'autres membres de la communauté arrivèrent. Des parents déposèrent leurs enfants en allant au travail, soulagés de trouver la salle toujours en activité, même à l'extérieur. Quelques-uns apportèrent des beignets ou des fruits, transformant la matinée en quelque chose entre une séance d'entraînement et une kermesse paroissiale. La voiture hybride de Valérie Bertrand se gara silencieusement. Elle sortit avec son équipement d'enregistrement, se déplaçant dans la foule grandissante avec une aisance professionnelle. Son microphone captait des bribes de conversation, le son des gants frappant les pattes d'ours, le rire des enfants sautant à la corde. Il pensait que l'obscurité arrêterait cette lumière, dit Madame Simon au micro de Valérie, en désignant le rassemblement. Mais nous tenions nos offices dans les champs avant d'avoir des bâtiments. Même principe. Stéphane montrait le jeu de jambes à un groupe d'adolescents lorsqu'un SUV noir se gara de l'autre côté de la rue. Isabelle Lambert, présidente de la commission athlétique de l'État, en sortit. Elle attendit que Stéphane finisse sa leçon avant de s'approcher. « C'est officieux, » dit-elle doucement, faisant un signe de tête à Valérie, qui baissa son microphone. « Mais quelque chose ne va pas dans mon département. L'annulation de votre victoire est venue d'une pression que je ne peux pas encore tracer. Continuez à enseigner. Continuez à documenter. Je continuerai à chercher. » Elle partit aussi discrètement qu'elle était arrivée, mais sa visite remonta encore plus le moral. Stéphane retourna à l'enseignement, montrant à une jeune fille comment pivoter correctement. « La boxe, ce n'est pas frapper, » expliqua-t-il en démontrant le mouvement. « C'est une question d'équilibre, de rester stable quand des forces essaient de vous faire tomber. » La matinée se réchauffa. Quelqu'un apporta une radio portable et des chants gospel se mêlèrent au rythme des cordes à sauter frappant le trottoir. Léo se déplaçait entre les groupes d'enfants, ajustant les gardes et offrant des encouragements. Son plâtre devint un insigne de résilience plutôt qu'une blessure. « Souviens-toi, » dit-il à un garçon nerveux. « Monsieur Stéphane dit que la peur, c'est juste de l'énergie qui attend d'être utilisée. » C'est vrai. Valérie captura tout. Les visages déterminés, la communauté solidaire, la dignité dans la défiance.
Elle interviewa des résidents âgés qui se souvenaient de l'ouverture de la salle. Des parents dont les enfants avaient trouvé une direction dans ces programmes. Des adolescents qui parlaient de l'impact de Stéphane sur leur vie. Ils peuvent couper les lumières, dit mademoiselle Dubois au micro de Valérie. Mais ils ne peuvent pas couper la lumière dans les yeux de ces enfants quand ils maîtrisent une nouvelle compétence. À l'approche de midi, d'autres chaises apparurent. Quelqu'un tendit une bâche pour faire de l'ombre. Le parking s'était transformé en une salle de classe en plein air, un centre communautaire, une déclaration de persévérance. Stéphane observait tout cela entre les leçons. Sa fierté tranquille se manifestait de manière subtile, un signe de tête aux anciens, une tape sur l'épaule d'un élève, un petit sourire à des combinaisons particulièrement bonnes. De temps en temps, ses yeux se posaient sur le bâtiment sombre de la salle, mais la vie qui s'épanouissait à l'extérieur semblait répondre à tous les doutes. Dans sa voiture, Valérie assemblait ses images. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur le clavier de son ordinateur portable alors qu'elle rédigeait l'histoire. Le titre lui vint naturellement, La grâce face à la haine, une communauté se lève alors qu'une salle s'éteint. Elle inclut des extraits d'enfants apprenant, d'anciens enseignant des leçons de vie entre les rounds, et la présence stable de Stéphane à travers tout cela. Le plan final montrait toute la scène d'en haut. Un cercle vibrant d'activité dans un parking. La preuve qu'une communauté ne peut être ni enfermée ni réduite au silence. Quelques heures après sa publication, sa barre de notifications commença à se remplir de messages. De petits dons apparurent dans le fonds de défense qu'elle avait mentionné. 5 €, 20 €, ce que les gens pouvaient donner. Chaque contribution était accompagnée de messages de soutien. Continuez à enseigner. Restez forts. Nous voyons la vérité. Le soleil de l'après-midi tapait sur le bitume alors qu'un autre groupe d'enfants arrivait pour leur leçon. Stéphane ajusta la bâche pour une meilleure ombre, puis retourna au cercle de craie qu'il avait dessiné pour les exercices de jeu de jambes. Le son des minuteries de boxe et des chants gospel flottait sur le quartier. Un rythme de résistance, un battement d'espoir. 2 jours après le réveil du parking, Stéphane poussait un chariot dans les allées éclairées au néon d'un supermarché Carrefour. Les roues grinçaient alors qu'il vérifiait sa liste. Barres de céréales, briques de jus, fruits frais. Les enfants avaient besoin de carburant pour s'entraîner, et les séances en plein air brûlaient plus d'énergie que d'habitude. Séparons-nous, dit-il à Léo, qui était venu l'aider à porter les sacs. Tu prends les pommes et les bananes. Je m'occupe des barres protéinées. Le magasin était calme pour un mercredi après-midi. Les pas de Stéphane résonnaient sur le sol poli alors qu'il lisait les étiquettes nutritionnelles, calculant les portions par euro. Une mère avec 2 jeunes enfants sourit en passant. Elle les avait amenés assister à l'entraînement la veille. La tranquillité fut brisée lorsque la voix de Lucas Duval retentit dans l'allée. Tiens, regardez qui voilà. Le roi du coup bas en personne. Stéphane se tourna lentement. Lucas se tenait au bout de l'allée, son téléphone tenu haut, en direct. Un bandage blanc entourait son cou de manière dramatique, bien que les rapports médicaux n'aient montré aucune blessure grave. 2 amis le flanquaient, filmant également. Rien à dire? Lucas s'avança, jouant pour son public en ligne. Tu es bien courageux quand tu frappes les gens par derrière. Stéphane garda sa voix égale. Il y a des enregistrements de sécurité du combat. Le coup était net. Net? Le rire de Lucas était aigu, théâtral. C'est pour ça qu'ils t'ont retiré ta victoire? C'est pour ça que tu enseignes à des gamins sur un parking maintenant? D'autres clients s'arrêtèrent pour regarder. Des téléphones apparurent, enregistrant la confrontation. Stéphane remarqua un couple de personnes âgées reculées, se souvenant probablement de scènes similaires de décennies plus sombres. Les images montrent exactement ce qui s'est passé, dit Stéphane. Tu as tourné la tête après que le coup a été lancé. C'est tout. Ça montre que tu as peur de m'affronter de face. Lucas se rapprocha, jouant pour son public en ligne grandissant. Il fallait bien que tu en places un en douce, hein? C'est ça que tu apprends à ces gamins? Léo apparut au bout de l'allée, les bras chargés de fruits. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la scène. Pose ça, gamin, lança Lucas. Ton prof ici doit s'expliquer. Laisse-le en dehors de ça, dit calmement Stéphane. Mais Lucas se dirigeait déjà vers Léo, la caméra pointée sur le visage de l'adolescent. Dis-nous, gamin.
Il t'apprend tous ces sales coups? Monsieur Stéphane nous apprend le respect, dit Léo, tenant bon. Et la technique. Celle qui t'a endormi, à la loyale. Le visage de Lucas s'assombrit. Il poussa violemment Léo, envoyant des pommes rouler sur le sol. Le garçon trébucha mais se rattrapa contre un présentoir. Les mains de Stéphane se serrèrent, mais il les garda le long de son corps. Les téléphones qui regardaient enregistraient son immobilité, sa respiration mesurée. « Laisse-moi t'expliquer la technique, dit-il clairement, ramenant l'attention de Lucas sur lui. Tu as baissé ta main droite après avoir lancé un coup sauvage. Contre-attaque de base. On la répète tous les jours. Ton mouvement de tête était mauvais, laissant la mâchoire exposée. Le direct du gauche a atterri nettement avant que tu ne te détournes. Il démontra la séquence au ralenti, sans lancer de vrais coups. Ses mouvements étaient précis, éducatifs. Tu vois, il n'y a pas de mystère, pas de coups bas, juste les fondamentaux que tu as oubliés en jouant pour la foule. Le visage de Lucas se décomposa. Cela ne lui donnait pas la séquence qu'il voulait. Tu essaies de me donner des leçons dans un supermarché? J'essaie de te montrer du respect, répondit Stéphane. En expliquant exactement ce qui s'est passé. Le même respect que je montre à mes élèves, à ma communauté, et à chaque adversaire. Victoire ou défaite. Une petite foule s'était rassemblée. Leur téléphone capturait l'agitation croissante de Lucas face au calme imperturbable de Stéphane. Quelqu'un téléchargeait déjà. Tu te crois meilleur que moi. Lucas entra dans l'espace de Stéphane. Une sorte de saint homme. Je parie que tu as juste peur de te battre ici et maintenant. Je suis un enseignant, dit Stéphane. En ce moment, j'enseigne que la force ne consiste pas à savoir qui peut pousser le plus fort. Elle consiste à savoir qui peut se tenir le plus droit. Il se tourna vers Léo, qui ramassait les fruits éparpillés. Ça va? Le garçon hocha la tête, sa peur initiale remplacée par la fierté envers le sang-froid de son mentor. Alors finissons les courses. Ces enfants ont besoin de leur goûter. Stéphane retourna calmement à son chariot, y plaça ses barres protéinées et se dirigea vers la caisse. La foule rassemblée s'écarta pour le laisser passer, les téléphones toujours en train d'enregistrer. Lucas cria derrière lui, « Ce n'est pas fini, tu m'entends ?» C'était fini en 10 secondes, marmonna une vieille femme dans la foule, provoquant des rires nerveux. En moins d'une heure, plusieurs angles de la confrontation inondèrent les réseaux sociaux. Le blog de Valérie Bertrand reprit immédiatement l'histoire. Sa voix mesurée commentait les images. La dignité n'est pas le silence, c'est choisir ou frapper. Aujourd'hui, dans un supermarché lyonnais, Stéphane Dubois a démontré que les coups les plus durs ne viennent pas toujours des poings. Les extraits se propagèrent rapidement. L'explication patiente de Stéphane sur la technique, sa protection de son élève, son refus d'escalader. Les commentaires affluèrent de la part de combattants professionnels et d'entraîneurs, analysant les images du chaos. Original et confirmant l'analyse technique de Stéphane. Mais ce furent les moments de calme qui devinrent viraux. Stéphane aidant Léo à ramasser les pommes tombées, la douceur avec laquelle il les plaça dans le chariot, son dos droit alors qu'il s'éloignait de la provocation. Chaque nouveau partage ajoutait à un portrait de sang-froid sous pression. Le soir venu, le fonds de défense connut une nouvelle vague de petits dons. Des entreprises locales proposèrent de sponsoriser du matériel pour l'extérieur. Un juge à la retraite offrit ses services juridiques bénévolement. Dans la salle de gym du parking, Stéphane ne mentionna pas l'incident. Il donna simplement ses cours du soir, démontra des combinaisons et rappela à ses élèves que le véritable pouvoir vient du contrôle. Le soleil s'était couché, mais le bureau-garage de Valérie Bertrand était inondé de lumière fluorescente. 3 moniteurs encombraient son bureau, chacun affichant des documents financiers différents. Des tasses de café formaient un cimetière de caféine sur son espace de travail. Le scanner de la police crépitait doucement dans un coin, une habitude qu'elle avait gardée de ses jours de journaliste. Valérie plissa les yeux devant des feuilles de calcul, ses lunettes de lecture glissant sur son nez. « Regarde ça », dit-elle en tapotant son écran. Ces schémas de Paris n'ont aucun sens. Stéphane se pencha par-dessus son épaule, l'odeur de la magnésie de la salle encore accrochée à sa chemise. Il était venu directement de la séance d'entraînement sur le parking. Qu'est-ce qu'on regarde? Des mouvements d'argent. Beaucoup. Valérie afficha une chronologie.
Tu vois ces pics? Des paris massifs placés via des comptes offshore, tous dans les minutes qui ont suivi l'annulation de ton chaos. Monique Dubois s'installa dans une chaise de bureau grinçante, son dossier de la chorale de l'église encore sur ses genoux. En français, s'il vous plaît. Certains d'entre nous gèrent de vrais livres de comptes, pas des trucs d'ordinateur. Valérie sourit. Quelqu'un savait que le chaos serait invalidé avant que ça n'arrive. Ils ont parié en conséquence. Elle pointa une série de transactions. Ces comptes ont misé des sommes énormes contre ta victoire juste avant que l'arbitre Martin ne fasse son annonce. Combien d'argent? Demanda Stéphane. Près d'un demi-million. Valérie tapa rapidement, affichant des registres d'entreprise. Tout via des sociétés écrans dans les îles anglo-normandes. Mais regarde ça. Elle remonte tout à une société holding appelée PG Entreprises. PG, répéta Stéphane. Philippe Girard. Exactement. Valérie ouvrit une autre fenêtre. Il n'est pas aussi malin qu'il le pense. Il a utilisé le même avocat qui s'occupe de ses licences de salles de sport pour créer les comptes offshore. Isabelle Lambert, qui s'était glissée discrètement par la porte latérale, entra dans la lumière. Son tailleur semblait déplacé parmi les classeurs et les vieilles coupures de journaux. C'est plus gros que nous ne le pensions. Madame la commissaire. Valérie hocha la tête. Contente que vous ayez pu venir. J'ai dû être prudente. Isabelle jeta un coup d'œil aux fenêtres couvertes. On m'a suivi 2 fois cette semaine. Il surveille les membres de la commission qui ont voté pour réexaminer l'affaire. La mâchoire de Stéphane se contracta. Ils sont si inquiets pour un seul combat annulé? Il ne s'agit pas que du combat. Isabelle sortit son téléphone, montrant des emails. Les tentacules de Girard s'étendent loin. Il a des juges à sa solde, des syndicats de Paris dans 3 régions. Si tout ça s'effondre. Elle secoua la tête. Toute la commission pourrait s'effondrer. Monique renifla. Peut-être qu'elle en a besoin. Vous ne comprenez pas. Isabelle arpentait le petit espace. Nous parlons de tous les combats majeurs dans le pays depuis 5 ans. Championnat, titre, contrat de télévision. Si la crédibilité de la commission meurt, le monde de la boxe en France meurt avec elle. Valérie tapait toujours. J'ai trouvé autre chose. Martin, votre arbitre. Sa maison était en procédure de saisie l'année dernière. Soudain, la banque lui a accordé une prolongation miraculeuse. Devinez qui siège au conseil d'administration de la banque? Girard, dit doucement Stéphane. Via une autre société écran. Valérie se recula de son bureau. Mais voici le vrai problème. Nous pouvons prouver la corruption, mais la publier brûle tout le monde. Les officiels honnêtes, les corrompus, tout le système. Isabelle hocha la tête sombrement. Des années de combat légitimes seraient remises en question. Chaque décision, chaque classement. Des carrières prendraient fin. Des salles fermeraient. Le sport lui-même pourrait mourir dans ce pays. Ma salle est déjà en train de mourir, dit Stéphane. Pendant que nous nous inquiétons de protéger un système cassé. Monique prit sa main. La vérité a un coût, mon chéri. Elle en a toujours eu un. Le scanner de la police crépita. Arrêt de circulation, appel pour violence domestique. Le rythme normal de la ville continuait à l'extérieur pendant qu'ils étaient assis avec cette poudrière de preuves. Il pourrait y avoir un moyen, dit lentement Isabelle. Si nous pouvions isoler Girard, prouver que ce combat spécifique a été compromis sans exposer le schéma plus large. Des demi-mesures, interrompit Valérie. Je fais ça depuis 30 ans. La corruption ne meurt pas de petites coupures. Il faut l'arracher complètement. Stéphane se leva, son ombre s'étirant sur le mur de preuves de Valérie. Photos, documents, reçus de Paris. Tous ces papiers, tous ces secrets. Pendant que des enfants s'entraînent sur un parking parce que quelqu'un a décidé que la vérité était trop chère. La commission fait aussi du bon travail, protesta Isabelle. Nous protégeons les combattants, nous établissons des normes de sécurité. Sans nous. Sans vous, nous sommes exactement là où nous en sommes maintenant, la voix de Stéphane resta égale, mais portait de l'acier. Ma licence est suspendue. Ma salle est fermée.
Un promoteur corrompu utilise le racisme pour vendre des billets et truquer des combats. Monique se mit à fredonner. Amazing Grace, sa chanson d'inquiétude. Les remplit le petit espace alors qu'ils considéraient tout le poids de leur prochaine décision. Valérie brisa le silence. Je peux avoir l'histoire prête en 48 heures. Mais Isabelle a raison. Ça brûle tout. La commission, les classements, des années de combat. Il n'y a pas de petite version de cette explosion. Isabelle se redressa, lissant son blazer. Si nous exposons cela, toute la commission nationale brûle. Chaque combat, chaque officiel, chaque décision devient suspect. Est-ce ce que vous voulez? Stéphane croisa son regard. Sa voix était calme mais ferme. Alors laissons-la brûler. Je l'allumerai moi-même s'il le faut. La lumière du matin filtrait à travers les vitraux de l'église Saint-Pierre, peignant des motifs arc-en-ciel sur les bancs en bois. Monique s'affairait avec l'installation du projecteur, sa tenue du dimanche contrastant avec l'équipement technique. La congrégation entrait lentement, remplissant l'air de salutations chuchotées et du bruissement des feuilles de programme. « Sœur Dubois, vous êtes sûre de ça ?» Le diacre Bernard l'aida à ajuster l'angle de l'écran. L'église n'est généralement pas faite pour les vidéos de combat. La vérité est pour partout, répondit Monique, ses doigts se déplaçant délibérément sur l'ordinateur portable emprunté à la pastorale des jeunes. D'ailleurs, ne sommes-nous pas censés être un refuge? Stéphane était assis sur le dernier banc, mal à l'aise dans sa chemise repassée et sa cravate. Léo s'agitait à côté de lui, son plâtre décoré de signatures des séances d'entraînement sur le parking. Isabelle Lambert s'était glissée discrètement, choisissant une place discrète près de la porte latérale. Sa présence en disait long sur l'importance de la matinée. Le pasteur s'approcha de la chaire alors que les dernières notes de l'orgue s'estompaient. « Frères et sœurs, avant notre service habituel, nous avons une question de justice à aborder. » Il fit un signe de tête à Monique. « Sœur Dubois. » Monique se leva, sa voix portant cette autorité de choriste. « La plupart d'entre vous connaissent mon neveu Stéphane. La plupart d'entre vous savent ce qu'ils lui ont fait. Mes frères Hugo ici. » Elle désigna un homme mince au 3e rang. Il a capturé quelque chose qu'il ne voulait pas qu'on voie. Hugo se leva, brandissant son téléphone. J'étais au bord du ring, je filmais pour ma fille. Elle ne pouvait pas venir au combat. Je n'ai jamais arrêté d'enregistrer, même pendant la confusion. Les lumières de l'église s'éteignirent. Le projecteur se mit à ronronner, projetant une image claire sur l'écran. La vidéo commença de manière tremblante mais se stabilisa en capturant le moment crucial du combat. Il n'y avait pas de commentaires, pas de montage, juste une vidéo brute d'un angle que les caméras officielles n'avaient pas montré. La congrégation regarda en silence complet alors que la séquence se déroulait. La charge sauvage de Lucas. La garde défensive de Stéphane. Le contre atterrissant nettement sur la mâchoire, définitivement légal, définitivement pas à l'arrière de la tête. Lucas tombant. Les 10 secondes de silence qui suivirent. Image par image, annonça Monique, manipulant les commandes. La séquence fut rejouée au ralenti. Pas de coup illégal, pas d'arrière de la tête, juste une technique propre et la vérité. Isabelle Lambert se leva, son bloc-notes déjà à la main. Monsieur Hugo, seriez-vous prêt à témoigner de l'authenticité de cette vidéo lors d'une audience de la commission? Je l'ai déjà fait notarier ce matin avant le service, répondit Hugo. Ma fille est avocate aussi. En quelques heures, la commission convoqua une session d'urgence. La salle d'audience bourdonnait de tension alors que l'équipe juridique de Stéphane présentait la vidéo. Philippe Girard était assis au fond, son sourire habituel remplacé par un regard glacial. Il avait acculé 2 commissaires dans le couloir plus tôt, ses menaces chuchotées portant juste assez loin pour être entendues. La preuve vidéo est concluante, annonça Isabelle depuis le siège de la présidente. Le coup était légal. La décision ultérieure de sans décision est par la présente annulée. Elle fixa Girard d'un regard d'acier. De plus, cette commission lancera une enquête complète sur les circonstances entourant la décision originale. Girard se leva, ajustant sa veste coûteuse. C'est une farce. Cette vidéo pourrait être truquée. Nous avons des protocoles. Asseyez-vous, monsieur Girard, le coupa Isabelle.
À moins que vous ne vouliez expliquer également les schémas de Paris que nous avons découverts. La couleur quitta le visage de Girard. Il s'assit. Isabelle continua, la commission statue à l'unanimité. La victoire de Stéphane Dubois est confirmée. Sa licence est rétablie immédiatement. Toutes les charges associées sont abandonnées. Elle se tourna vers le sténographe. Veuillez noter que nous recommandons également une enquête criminelle pour trucage de combat et fraude potentielle. De retour à la salle cet après-midi-là, le parking se transforma en une célébration impromptue. Les chaises pliantes laissèrent place à des tables pliantes chargées de nourriture. Quelqu'un avait tendu des guirlandes de Noël entre les poteaux du ring de boxe extérieur. L'odeur du barbecue se mêlait à l'air d'été alors que la communauté se rassemblait. Léo aidait les plus jeunes à pratiquer des combinaisons, son plâtre ne l'empêchant pas d'enseigner le jeu de jambes. Monique dirigeait la distribution de la nourriture avec la même précision qu'elle utilisait pour les arrangements de la chorale. Les membres de l'église se mêlaient aux habitués de la salle, partageant assiettes et histoires. « Regarde ça », dit Valérie en montrant à Stéphane son dernier article de blog sur sa tablette. Les vues grimpent. Les gens partagent la vidéo non montée. La vérité a des jambes maintenant. Stéphane regardait sa communauté célébrer. Un ancien apprenait aux enfants à faire du double dutch entre les sacs lourds. 2 diacres avaient installé une table d'échecs près du poste de sac de vitesse. De la musique s'échappait du haut-parleur portable de quelqu'un. Le gospel se mêlait au hip-hop dans une harmonie unique à Lyon. La banque a appelé, annonça Monique en les rejoignant avec une assiette de travers de porc. Les fonds sont dégelés. Les factures pourront être payées demain. Isabelle apparut avec une boisson fraîche, sa veste de tailleur enfin enlevée dans la chaleur de la région. La commission a déjà reçu 3 autres signalements de décisions suspectes. Il semble que votre affaire ait fait sauter le barrage. Parfois, c'est tout ce qu'il faut, dit Valérie en tapant sur son téléphone. Une image claire, une vérité non montée. Elle leur montra son dernier message. Parfois, la rédemption se joue en 1080p. La célébration se poursuivit alors que le soleil commençait à se coucher, les guirlandes de Noël scintillant plus fort contre le ciel qui s'assombrissait. Les enfants s'entraînaient à boxer dans le vide, leurs mouvements projetant de longues formes pleines d'espoir sur le parking. L'odeur de barbecue persistait dans l'air chaud, se mêlant aux rires et aux fragments d'hymnes. Les anciens du quartier racontaient des histoires de lutte et de victoires passées, leur voix portant la sagesse à travers les générations. Les lumières de la salle brillaient à nouveau, l'intérieur visible à travers les portes ouvertes où de nouveaux élèves s'inscrivaient déjà pour les cours du lendemain. Alors que la soirée s'installait, la célébration sur le parking prit une qualité magique. Les guirlandes de Noël scintillaient contre le ciel qui s'assombrissait, créant des halos autour de la piste de danse improvisée où Monique enseignait aux plus jeunes une danse de groupe entraînante. Son rire portait à travers le parking, se mêlant à la musique des haut-parleurs portables. Léo tenait la cour près du ring extérieur, son plâtre maintenant couvert de nouvelles signatures de la fête. Il démontrait le jeu de jambes à un groupe d'enfants aux yeux écarquillés, se déplaçant avec fluidité malgré sa blessure. Vous voyez, c'est comme un rythme, expliqua-t-il en tapant un rythme avec ses pieds. 1, 2, glisse, et boum, tu es hors de danger. Mais s'ils sont plus grands ? Demanda un petit garçon, à peine assez grand pour atteindre la corde la plus basse. Alors tu es plus malin, répondit Léo en démontrant une esquive. C'est ce que coach Stéphane dit toujours. L'intelligence bat la force à chaque fois. L'odeur de la fumée du barbecue flottait dans l'air chaud alors que les dames de l'église s'occupaient des grilles, se disputant de bonne humeur sur les recettes secrètes de sauce. Le diacre Bernard avait installé des échiquiers sur des tables de camping, enseignant la stratégie à des adolescents entre 2 bouchées de salade de pommes de terre. La scène entière ressemblait à une fête de quartier mêlée à une réunion de famille. Stéphane se tenait en marge de tout cela, contemplant le spectacle de sa communauté, entière et en voie de guérison. Isabelle Lambert avait desserré sa cravate et retroussé ses manches, en pleine conversation avec Valérie sur la réforme de la commission. Les anciens de l'église partageaient des assiettes de crumble aux fruits avec les habitués de la salle, échangeant des histoires sur les quartiers changeants de la ville. Son téléphone vibra dans sa poche. Le numéro n'était pas local. Ici Stéphane Dubois, répondit-il en s'éloignant de la musique. Monsieur Dubois, Jean-Luc Fournier de National Fight Productions. La voix était nette, professionnelle. Vous avez une minute pour parler affaires ?
Stéphane s'éloigna davantage de la foule, trouvant un endroit calme près de la porte latérale de la salle. Je vous écoute. Cette vidéo de l'église est partout. Coup net, victoire nette. Le public réclame une revanche en bonne et due forme. Fournier marqua une pause. Nous voulons réparer les choses. Un créneau de prime time, un lieu neutre, une promotion complète. Je ne suis pas intéressé par les spectacles de cirque, répondit Stéphane. Pas de cirque. C'est une question d'héritage. Des papiers bruissèrent à l'autre bout du fil. Nous offrons une bourse à 7 chiffres. La part du vainqueur ira financer des centres pour jeunes à travers la France. Transparence totale sur l'arbitrage. Votre choix des coins. Stéphane regarda Léo démontrer des directs aux enfants. Son plâtre ne ralentissait pas son enthousiasme. Il pensa à tous les autres Léo dans d'autres quartiers, cherchant un endroit sûr pour apprendre et grandir. La commission ? Demanda Stéphane. Isabelle Lambert a aidé à rédiger le contrat. Chaque règle est spécifiée, chaque officiel est vérifié. Lucas a déjà accepté les termes. À travers la porte ouverte de la salle, Stéphane pouvait voir le mur de photos. Des combattants qui s'étaient entraînés ici, des enfants qui avaient trouvé leur chemin. Les vieux gants de boxe de son père étaient suspendus à une place d'honneur. Protégeant toujours les rêves après toutes ces années. Envoyez-moi les papiers, dit Stéphane. Mon avocate examine tout d'abord. Vous les aurez dans l'heure. Fournier semblait satisfait. Ça va être énorme, monsieur Dubois. Une vraie chance de changer les choses. Stéphane mit fin à l'appel et rejoignit la célébration. Monique était passée de la danse de groupe à une imitation d'une émission de variété musicale, une file de danseurs serpentant à travers le parking. Les guirlandes de Noël projetaient des ombres mouvantes alors que les gens riaient et dansaient en rythme. Bonne nouvelle ? Demanda Valérie, carnet déjà en main. Peut-être, Stéphane accepta une assiette de nourriture d'une dame de l'église qui n'acceptait pas de refus. Une promotion nationale veut faire les choses bien cette fois. Avant que Valérie ne puisse insister pour plus de détails, les téléphones se mirent à vibrer dans la foule. Lucas avait posté une vidéo, son visage montrant encore des traces du premier combat. Deuxième round, Atlas, ricana-t-il face à la caméra. Cette fois, pas de coups bas, juste de la douleur. On va voir comment tu gères la vraie pression sous les projecteurs. La vidéo se terminait avec Lucas boxant dans le vide. Chaque coup lancé avec une menace théâtrale. Les commentaires affluaient déjà, partagés entre ceux qui réclamaient du sang et ceux qui réclamaient justice. Léo boitilla vers lui, son téléphone à la main. Tu vas le faire taire à nouveau, coach ? Mieux. Stéphane sourit. On va lui apprendre. La fête continua autour d'eux, mais avec une nouvelle énergie. L'anticipation se mêlant à la détermination. Monique menait une autre danse en ligne, celle-ci se déplaçant comme une marche de la victoire. Isabelle et Valérie se regroupèrent avec des militants locaux, planifiant déjà les angles de couverture. Les joueurs d'échecs discutaient de stratégie avec une nouvelle intensité. À l'intérieur de la salle, Stéphane trouva un moment de calme. Il décrocha la vieille photo de combat de son père. Un jeune homme en garde de boxe, les poings levés contre un monde qui ne voulait pas de sa victoire. La photo était accrochée là depuis si longtemps que le mur derrière elle était plus clair que le reste. Stéphane prit une punaise neuve dans le tiroir de fourniture de bureau de Monique. Il déplaça la photo plus haut, plus en évidence maintenant, là où tous ceux qui entreraient par la porte la verraient. Les yeux de son père semblaient surveiller la pièce, gardant tous les rêves stockés dans cet espace. Cette fois, on finit ça bien, dit Stéphane à la photo, touchant le cadre une fois avant de retourner à la célébration. La fête s'étira dans la nuit, les étoiles rivalisant avec les guirlandes de Noël. Léo enseignait des combinaisons à un nouveau groupe d'enfants, leurs ombres nettes sur le bitume du parking. La voix de Monique s'éleva au-dessus de la musique, menant un chœur de rire et de chant. La salle de conférence d'un hôtel Mercure semblait stérile et froide, tout en murs beige et éclairage fluorescent. Stéphane était assis, le dos droit, sur une chaise inconfortable, étudiant le contrat étalé sur la table polie. Son avocate, maître Sophie Durand, parcourait les pages avec des doigts méticuleux, tandis que Philippe Girard, avachi de l'autre côté de la table, jouait avec sa montre en or. Tout est standard, dit Girard, son sourire trop large.
Il suffit de votre signature et nous pourrons commencer à promouvoir la plus grande revanche que Lyon ait jamais vue. Monique se tenait derrière la chaise de Stéphane comme une sentinelle, son chapeau d'église projetant une ombre sur les papiers. Elle avait insisté pour venir, disant qu'elle ne faisait pas confiance au sourire de Girard, plus loin que je ne pourrais le lancer. Le doigt de Maître Durand s'arrêta à la page 17. Son visage se crispa. « Monsieur Dubois, il y a quelque chose ici que vous devez voir. » Stéphane se pencha en avant alors qu'elle pointait un paragraphe dense enfoui au milieu du contrat. Le langage était technique, mais sa signification était claire. Le combat utiliserait un arbitre et un lieu choisi par Girard. Si Stéphane refusait ces termes ou se retirait du match, il perdrait sa salle de boxe en garantie. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » dit Stéphane en levant les yeux vers Girard. « Juste pour assurer l'engagement des deux parties. » Girard écarta les mains. Lucas a déjà signé. Il est très impatient de prouver que le premier combat était irrégulier. Les néons bourdonnaient au-dessus d'eux. Stéphane pouvait sentir les battements de son cœur dans ses tempes, lents et réguliers comme un compte à rebours. Ces prédateurs, dit Maître Durand. La commission ne. La commission a déjà approuvé les termes. Le sourire de Girard ne faiblit pas. Isabelle Lambert elle-même a signé ce matin. Quelque chose à propos de réalité politique. La main de Monique serra l'épaule de Stéphane. Il pouvait la sentir trembler de colère, mais sa voix resta égale. Le Seigneur voit tout ce que vous faites, monsieur Girard. Absolument tout. Alors il verra un combat loyal. Girard se leva, ajustant sa cravate. Vous avez 24 heures pour décider, monsieur Dubois. Signez et obtenez votre chance de rédemption, ou renoncez et perdez tout ce que vous avez construit. Simples affaires. Stéphane resta assis alors que Girard sortait en se pavanant. Le contrat semblait pulser sur la table, ces mots comme du poison sur la page. Nous ne signons pas ça, dit Maître Durand. Il doit y avoir un autre moyen. Il y a toujours un autre moyen, acquiesça Monique. Le Seigneur ne ferme pas de porte sans ouvrir de fenêtre. Stéphane ramassa lentement les papiers, son esprit calculant déjà les angles et les options. L'hypothèque de la salle, les programmes pour enfants, la communauté qui dépendait de cet espace. Tout cela ne tenait qu'à un fil. Ils descendirent en ascenseur en silence. Le hall de l'hôtel était calme, juste quelques voyageurs d'affaires tirant leurs valises sur les sols en marbre. Dehors, l'air du soir était devenu frais, portant les premiers relents de l'automne. « Je commencerai les recherches ce soir », dit Maître Durand en rangeant le contrat dans sa mallette. Il pourrait y avoir un précédent pour contester ces termes. Faites-le, acquiesça Stéphane. Mais discrètement. Nous ne voulons pas. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il répondit, entendant une respiration paniquée. Coach? C'était Hugo, un de ces jeunes combattants. Il faut que tu viennes vite. C'est Léo. Ils l'ont attaqué à l'arrêt de bus. Le monde de Stéphane se réduisit à un tunnel. Où? Un arrêt de bus dans un quartier de Mâcon. Il est bien amoché, coach. Ils lui ont cassé quelque chose. Stéphane courait avant même qu'Hugo ait fini de parler. Monique l'appela, mais ses mots se perdirent dans le tumulte du sang dans ses oreilles. L'arrêt de bus était à 6 pâtés de maison. Il les parcourut en quelques minutes, ses chaussures de ville claquant sur le béton. La scène le frappa comme un coup au corps. Léo était assis sur le trottoir, serrant son bras droit. Du sang coulait de son nez sur son maillot de l'OM préféré. Hugo montait la garde à proximité, tenant le sac à dos et le téléphone éparpillé de Léo. Deux types, dit Léo entre ses dents serrées. Masqués. Ils sont sortis de derrière l'abri. Tu as vu? Rien, sauf un d'eux, Léo grimaça alors que Stéphane examinait doucement son poignet. Il a dit, la vipère vous envoie son amour avant de s'enfuir. Une voiture de police arriva, gyrophares allumés. Puis une ambulance. Monique apparut, on ne sait comment, prenant la situation en main avec une autorité de dame d'église. Elle s'occupa des policiers pendant que Stéphane accompagnait Léo à l'hôpital Saint-Louis. Les urgences étaient bondées, mais le poignet cassé de Léo leur permit d'entrer rapidement. Les radiographies confirmèrent ce qu'ils savaient déjà, une fracture nette qui nécessiterait 6 semaines de plâtre. Le médecin mentionna plusieurs fois le mot « chance ».
Ça aurait pu être pire. Pendant qu'ils attendaient la pose du plâtre, la mère de Léo arriva. Elle serra son fils dans ses bras, puis se tourna vers Stéphane avec fureur dans les yeux. Cette vie de combat, dit-elle, ce n'est que des ennuis. Que de la douleur. Maman, ce n'est pas la faute du coach, protesta Léo. Ces types attendaient. Ils connaissaient mon chemin. Exactement, elle arpentait la petite salle d'examen. Il le savait parce que tu fais partie de ça maintenant. Toute cette histoire avec ce combattant et ses gens. Stéphane se tenait près de la fenêtre, regardant les ambulances aller et venir dans l'obscurité. Chaque flash de leur lumière illuminait son reflet. Le calme prudent qu'il maintenait toujours se fissurait maintenant sur les bords. Léo croisa son regard dans la vitre. « Je n'abandonne pas, coach. » Ça prouve juste qu'ils ont peur. L'infirmière revint avec le matériel pour le plâtre, dans la couleur choisie par Léo, le bleu de la salle. Pendant qu'elle travaillait, Stéphane approcha une chaise du lit. Il prit la main valide de Léo, sentant les doigts de l'adolescent se serrer fort. « Ils pensent que je vais craquer avant la cloche, » dit doucement Stéphane. Ils ont tort. Le soleil du matin se glissa à travers les fenêtres de la salle, projetant de longues ombres sur les tapis vides. Stéphane se tenait à son bureau, fixant le contrat qui semblait se moquer de lui à chaque seconde qui passait. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant le fit lever les yeux. Léo entra, le bras droit dans une écharpe bleue assortie aux couleurs de la salle. Des cernes sombres sous ses yeux montraient qu'il n'avait pas beaucoup dormi. Stéphane non plus. « Tu ne devrais pas te reposer ?» demanda Stéphane, sa voix douce. « Je n'arrive pas à dormir de toute façon. » Léo haussa sa bonne épaule. « Maman a pleuré toute la nuit. Elle n'arrête pas de dire que je devrais arrêter. » Stéphane lui tira une chaise. Le métal grinça contre le sol, résonnant dans la salle silencieuse. « Peut-être qu'elle a raison. Ne commence pas toi aussi. » Le visage de Léo se durcit. C'est exactement ce qu'ils veulent. Avant que Stéphane ne puisse répondre, Monique entra d'un pas vif, portant son sac à main surdimensionné et un récipient en plastique. L'odeur de son célèbre pain de maïs emplit le petit bureau. « Seigneur, ayez pitié. Vous avez tous les deux l'air d'avoir été heurtés par un camion. » Elle posa le récipient et tira une autre chaise. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» Aucun ne répondit. Monique claqua la langue et commença à déballer le petit déjeuner. Ses mouvements étaient précis, mais Stéphane pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. « Je pense à déclarer forfait, » dit doucement Stéphane. Le récipient de pain de maïs heurta le bureau avec un bruit sec. « Pas question, jeune homme, » tonna Monique. « Ne me parle pas sur ce ton, » elle posa les mains sur ses hanches. « Tu ne quittes pas le ring. Fais-les quitter la table. C'est ce que ton père disait toujours. » Ils ont cassé le poignet de Léo. La voix de Stéphane se brisa légèrement. Et après ? La salle, c'est une chose, mais ses enfants. Ils sont plus forts que tu ne le penses, le coupa TL. Et ils te regardent. Chacun d'entre eux. Ce que tu fais ensuite leur apprendra plus que n'importe quelle leçon de boxe. La cloche sonna de nouveau. Valérie Bertrand entra, portant son sac d'ordinateur et ce qui ressemblait à du matériel radio. Son visage était tendu de détermination. « Bien. Vous êtes tous les deux là. » Elle tira la dernière chaise et ouvrit son sac. « Nous devons parler stratégie. » Valérie, commença Stéphane. « Non, tu écoutes. » Elle sortit un petit appareil qui ressemblait à un bouton. C'est un microphone de haute qualité, complètement indétectable. Il enregistre directement sur un serveur cloud sécurisé. Léo se pencha en avant, intéressé malgré son écharpe. Comme dans les films d'espionnage. Mieux. Valérie sourit sombrement. Parce que c'est réel. Isabelle Lambert m'a appelé hier soir. Elle ne peut pas aider officiellement, mais elle s'est arrangée pour surveiller le flux en direct de son bureau pendant toutes les réunions avec Girard. C'est dangereux pour son poste, dit Stéphane. Elle le sait. Les yeux de Valérie étaient durs. Mais elle en a marre de voir de bonnes personnes se faire écraser par des systèmes corrompus. Nous tous. Monique prit le microphone, l'examinant attentivement. Comment savons-nous qu'ils ne le détecteront pas ?
Technologie de pointe utilisée par de vrais journalistes d'investigation dans des zones de guerre. Valérie sortit plus d'équipement. Nous allons le tester aujourd'hui. S'assurer que le signal est clair. Stéphane les regardait planifier, le cœur lourd de responsabilité. Le soleil avait grimpé plus haut, projetant de la lumière sur le sol de la salle où les enfants auraient dû s'entraîner à 7 heures. Au lieu de cela, les tapis étaient vides, les sacs lourds immobiles. Et si ça empirait les choses? Demanda-t-il finalement. Pire qu'un poignet cassé? Léo leva son écharpe. Pire qu'eux essayant de prendre tout ce que tu as construit. Parfois, dit doucement Monique, il faut risquer le combat pour gagner la guerre. Ils passèrent l'heure suivante à tester l'équipement. Valérie leur montra comment le microphone pouvait être cousu dans un col de chemise ou caché dans une pince à cravate. La qualité sonore était cristalline, captant même les conversations chuchotées. Isabelle écoutera en direct, expliqua Valérie. Enregistrant tout. Si Girard ou ces gens dérapent ne serait-ce qu'une fois. Pas si, corrigea Monique. L'orgueil les fait toujours trébucher. Finalement. Vers midi, d'autres enfants commencèrent à arriver pour leur cours habituel. Ils se rassemblèrent autour de Léo, signant son plâtre. Leur jeune visage un mélange de colère et de détermination. Stéphane les observait depuis son bureau, se souvenant pourquoi il avait ouvert cette salle en premier lieu. Ils n'apprennent pas seulement à se battre, dit Monique, suivant son regard. Ils apprennent à se tenir debout. Grande différence. Stéphane hocha lentement la tête. Il se dirigea vers la petite salle de bain attenante à son bureau, se regardant dans le miroir. Son reflet semblait fatigué mais invaincu. Soigneusement, il commença à bander ses mains, le rituel familier apportant la concentration. Le premier round commence avant la cloche, murmura-t-il, la gaze blanche s'enroulant entre ses doigts. La technique de bandage que son père lui avait enseignée des années auparavant, dessus, dessous, autour de chaque articulation, protection et puissance travaillant ensemble. Derrière lui, il pouvait entendre Valérie et Monique discuter du timing et des signaux, Léo ajoutant ses pensées malgré sa blessure. La lumière du matin était devenue vive et claire, coupant le sol de la salle comme la vérité elle-même. Dehors, quelques voisins âgés avaient déjà installé leurs chaises pliantes, montant la garde comme des anges gardiens en chapeau de soleil et vêtements d'église. Stéphane finit de bander sa main droite, fléchissant lentement ses doigts. La gaze était serrée, mais pas restrictive, exactement comme son père le lui avait montré. Dans le miroir, il pouvait voir Léo le regarder, la main valide du garçon imitant inconsciemment le mouvement de bandage. Par la fenêtre, d'autres enfants arrivaient pour les cours de l'après-midi. Certains portaient des pancartes qu'ils avaient fabriquées, Atlas nous représente, et on n'arrête pas, on n'arrêtera pas. Leurs parents se tenaient à proximité, les bras croisés, les visages empreints de la même détermination que Stéphane sentait grandir dans sa poitrine. Les coulisses de l'arène bourdonnaient de tension. Les équipes de tournage se bousculaient pour obtenir la meilleure position alors que Stéphane passait le détecteur de métaux, son col de chemise dissimulant le microphone de Valérie. Le garde de sécurité lui fit signe de passer d'un geste habitué. Monique se tenait à proximité, sa Bible serrée contre sa poitrine. Elle avait insisté pour venir, disant qu'elle devait garder la prière proche des événements. Mais Stéphane savait qu'elle était là pour tout voir, ses yeux vifs ne manquant rien. La zone de la pesée grouillait de journalistes et de photographes. Leur flash créait un effet stroboscopique constant qui donnait à la pièce une impression d'exiguïté. Stéphane repéra Philippe Girard dans son costume bon marché caractéristique, le téléphone collé à l'oreille alors qu'il faisait les 100 pas près de la balance. Regardez qui a finalement daigné se montrer. La voix de Lucas coupa le bruit. Il était déjà torse nu, ses abdominaux luisants d'huile. Une fausse chaîne était de nouveau drapée autour de son cou. Je pensais que tu allais te dégonfler après ce qui est arrivé à ton petit protégé. Stéphane garda un visage neutre, bien que sa mâchoire se soit légèrement contractée. Il sentait le microphone pressé contre sa clavicule, lui rappelant de rester concentré. Torse nu, champion, appela le médecin de la commission. Finissons en. Alors que Stéphane enlevait sa chemise, Lucas lança une nouvelle série de provocations. Assurez-vous de le fouiller pour des armes. Vous savez comment ces voyous aiment être équipés. Les appareils photo cliquèrent rapidement. Stéphane monta sur la balance, les yeux droits devant. 84,1 kg, annonça l'officiel.
Légal? Je parie que c'est la première chose légale qu'il ait faite de toute l'année, ricana Lucas, provoquant des rires nerveux de son entourage. Dans un coin, Valérie faisait semblant de vérifier son téléphone tout en ajustant son équipement d'enregistrement. Elle fit à Stéphane un signe de tête presque imperceptible. La transmission fonctionnait. La voix de Girard se fit entendre clairement alors qu'il poursuivait sa conversation téléphonique. Non, non. Tout est prêt. Martin sait ce qu'il a à faire. Il s'approcha de l'endroit où se tenait Stéphane. Crois-moi, les côtes sont verrouillées. On a tout sous contrôle. Lucas bondit ensuite sur la balance, fléchissant pour les caméras. 84,3 kilos, annonça l'officiel. Vous voyez ça? Sourit Lucas. Je fais le poids proprement, moi. Pas comme certains qui ont probablement dû cracher leurs dents en or. Stéphane resta silencieux, son immobilité rendant les singeries de Lucas de plus en plus désespérées. Plusieurs journalistes se tortillèrent mal à l'aise, leurs stylos hésitant sur leur carnet. Qu'est-ce qui ne va pas, Atlas? Insista Lucas, entrant dans l'espace de Stéphane. Le chat a mangé la langue? Monique émit un petit son de dégoût, mais l'expression de Stéphane ne changea pas. Il pouvait voir Girard toujours au téléphone, parlant maintenant à voix plus basse de rendement garanti et d'argent intelligent. Le photographe du promoteur appela pour le face-à-face. Alors que Stéphane et Lucas se tenaient poitrine contre poitrine, le jeu du challenger devint plus frénétique. Demain soir, mon gars. Siffla Lucas, assez bas pour que seul Stéphane et le micro caché puissent l'entendre. Je vais te faire regretter d'être sorti de ta cité. Stéphane le regarda droit dans les yeux. Tu ne comprends toujours pas de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Oh, je comprends très bien. Le sourire de Lucas devint mauvais. Je comprends que tu vas apprendre ta place. Non, dit doucement Stéphane. Demain, la vérité sortira de cette cage. Quelque chose dans son ton fit légèrement vaciller le sourire de Lucas. Derrière eux, Girard termina son appel. Ne vous inquiétez pas pour la commission. Martin a plus à perdre que n'importe qui dans cette affaire. Le trucage est solide. Les photographes demandèrent une dernière photo. Alors que les flashs crépitaient, Valérie croisa le regard de Stéphane et articula silencieusement « On l'a eu ». Girard s'approcha des combattants, son visage luisant d'une fausse préoccupation. « Allons, les garçons, gardons ça propre. Nous voulons un bon combat équitable demain. » Il rit nerveusement en le disant, le son creux dans la pièce bondée. Stéphane remarqua une fine pellicule de sueur sur la lèvre supérieure du promoteur. Monique s'avança, sa Bible toujours serrée. « Oh, ce sera équitable, c'est sûr. Le Seigneur s'en assure toujours. » La pièce commença à se vider, les journalistes se dépêchant de rédiger leurs articles. L'entourage de Lucas l'emmena, criant toujours des insultes par-dessus son épaule. Mais elle semblait plus faible maintenant, comme de l'air s'échappant d'un pneu crevé. Stéphane ramassa sa chemise et commença à s'habiller. Le microphone avait tout capturé, chaque menace, chaque insulte, et surtout, chaque mot incriminant de l'appel téléphonique de Girard. « Ça va ?» demanda Valérie doucement en passant, faisant semblant de vérifier ses notes. Stéphane hocha la tête une fois. Il sentait le poids de deux mains peser sur lui, mais c'était différent maintenant. La vérité avait sa propre masse. Monique lui toucha doucement le bras. « Tu te souviens de ce que ton père disait des hommes qui parlent trop? Ils essaient généralement de se convaincre eux-mêmes, répondit Stéphane, un petit sourire aux lèvres. Les derniers appareils photo étaient en train d'être rangés. Girard se tenait près de la sortie, passant toujours des appels, sa voix devenant de plus en plus agitée à chaque fois. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Stéphane, puis de détourner rapidement le regard. « Le plâtre de ton protégé sera bientôt enlevé ?» demanda Valérie alors qu'il se dirigeait vers la porte. « La semaine prochaine, dit Stéphane. Le médecin dit que ça a bien guéri. Tout comme cette affaire, ajouta fermement Monique. Les fractures nettes guérissent plus fort. » Ils sortirent dans le soleil de l'après-midi, laissant Girard et ses rires nerveux derrière eux. La vérité était enregistrée, transmise et stockée en toute sécurité. Demain apporterait sa propre bataille, mais la victoire d'aujourd'hui était déjà remportée, capturée dans un audio cristallin, un mot accablant à la fois.
les lumières de l'arène s'éteignirent tandis que des chants gospel emplissaient l'espace. Une version remixée de « Wade in the Water » pulsait à travers les haut-parleurs, ses basses profondes correspondant au rythme de la marche régulière de Stéphane vers la cage. Contrairement à l'entrée précédente de Lucas avec sa pyrotechnie et ses danseurs, Stéphane se déplaçait avec un but tranquille. Au premier rang, Monique était assise avec un groupe d'anciens de l'église, la tête baissée en prière silencieuse, leurs lèvres bougeant à l'unisson. Des générations de foi concentrées en mots chuchotés. Léo regardait à côté d'eux, son plâtre décoré de messages des enfants de la salle. Valérie se positionna près de la zone technique de la commission, son badge de presse lui permettant un accès rapproché aux écrans de rediffusion. Son oreillette la connectait directement à Isabelle Lambert, qui surveillait le flux depuis son bureau en ville. La porte de la cage se referma avec un bruit métallique. Stéphane roula des épaules. L'odeur familière de liniment et de toile lui redonna sa concentration. De l'autre côté de l'octogone, Lucas sautillait d'un pied à l'autre, le visage tordu en un rictus. L'arbitre Martin donna ses dernières instructions, ses yeux jetant des regards nerveux vers Girard au bord du ring. « Touchez-vous les gants, messieurs, ordonna Martin. Lucas cracha sur la toile à la place. « Il est temps de retourner dans ta cité, mon gars. » La cloche sonna. Lucas explosa en avant avec une combinaison sauvage, les coups sifflant près de la tête de Stéphane. La foule rugit alors que Lucas avançait, mais Stéphane resta calme. Lorsque Lucas s'engagea trop sur une droite, Stéphane se rapprocha, sécurisant un corps à corps serré. « Travaillez proprement, avertit Martin, bien que la technique de Stéphane soit de manuel. » Stéphane poussa Lucas contre la clôture, assénant des coups de genoux précis aux cuisses et au corps. Chaque impact arrachait un grognement à Lucas, dont la fureur initiale commençait à s'estomper sous l'assaut méthodique. Stéphane maintint la pression, utilisant sa lutte pour user Lucas. « Séparez-les !» cria Girard depuis le bord du ring, mais la position était clairement légitime. Du sang commença à couler du nez de Lucas après un genou particulièrement sec. Stéphane transitionna en douceur vers un fauchage, mettant Lucas sur le dos. Depuis la position supérieure, Stéphane resta lourd, punissant Lucas avec de courts coups de coude tout en maintenant le contrôle. Le premier round se termina avec Lucas respirant fort, sa bravade initiale remplacée par une inquiétude croissante. Dans son coin, Girard gesticulait frénétiquement en criant des instructions, mais les yeux de Lucas contenaient une nouvelle lassitude. « Il est en train de craquer », murmura Monique à Léo. L'orgueil craque toujours en premier. Le deuxième round commença avec Lucas essayant de créer de l'espace, tournant au lieu de se précipiter, mais son jeu de jambes était maintenant bâclé, ses mouvements moins assurés. Stéphane coupa méthodiquement la cage, forçant Lucas à engager. Dans un échange, Lucas plaça un crochet du droit dur qui fit basculer la tête de Stéphane en arrière. La foule haleta, mais Stéphane absorba le coup, son entraînement prenant le dessus. Alors que Lucas chargeait pour enchaîner, Stéphane changea de niveau parfaitement, plongeant pour une mise au sol nette à deux jambes. Atlas, Atlas, Atlas. Le chant commença dans les gradins supérieurs et se propagea rapidement. Depuis la position supérieure, Stéphane montra sa supériorité technique. Il passa la garde de Lucas avec une aisance habituée, établissant une position montée. Lucas se débattit désespérément, mais Stéphane resta collé à lui, assénant des coups punitifs au corps et à la tête. Au bord du ring, le visage de Girard était devenu pâle. Il tripotait son téléphone, tapant frénétiquement. L'arbitre Martin vit le message mais hésita, sachant que trop Dieu regardait. La punition que Stéphane infligeait était complètement légale, chaque coup porté avec une précision chirurgicale. « Magnifique travail », murmura Valérie dans son micro, sachant qu'Isabelle regardait chaque instant. Propre comme un sous-neuf. Le visage de Lucas était maintenant marqué, du sang coulant de son nez et d'une coupure près de son œil. Ses tentatives de s'échapper s'affaiblirent alors que Stéphane maintenait une pression implacable. La différence de niveau devenait embarrassante. « Séparez-les » hurla à nouveau Girard, sa voix se brisant. « Vérifiez cette position. » Mais Martin ne put trouver aucune justification pour intervenir. Le contrôle supérieur de Stéphane était magistral, ses frappes au sol parfaitement placées. Le chant de la foule devint plus fort, noyant les cris de plus en plus désespérés de Girard. « C'est ça, mon chéri !» cria Monique, sa Bible ouverte sur ses genoux. « Montre-lui à quoi ressemble la dignité. »
Le round continua avec Stéphane en contrôle total. Le coin de Lucas avait l'air inquiet, l'aura d'invincibilité de leurs combattants s'effritant sous l'assaut méthodique de Stéphane. La différence entre le personnage des réseaux sociaux de Lucas et la réalité dans la cage était saisissante. Valérie capta le signal d'Isabelle à travers son oreillette. Tout était documenté. Les messages frénétiques de Girard, l'hésitation de Martin, la légitimité évidente de la domination de Stéphane. La vérité était enregistrée en temps réel, à la fois en vidéo et dans la prise de conscience croissante qui se propageait dans l'arène. Alors que le deuxième round touchait à sa fin, Lucas fut sauvé par la cloche. Il se releva péniblement, le visage enflé, la fausse chaîne abandonnée depuis longtemps. Stéphane se dirigea calmement vers son coin, où le neveu de Monique attendait avec de l'eau et de la sagesse. « Tu vois comme il est devenu silencieux » murmura l'homme de coin en essuyant le visage de Stéphane. « C'est la peur qui remplace la bêtise. » Girard faisait les 100 pas anxieusement derrière le coin de Lucas, tapant toujours sur son téléphone. Mais Martin se tenait stoïquement au centre de la cage, sa volonté antérieure d'intervenir apparemment remplacée par une nouvelle compréhension de ce qui était en jeu. Valérie toucha son oreillette, confirmant avec Isabelle que tout était préservé. La preuve était claire, non seulement de la légitimité du combat, mais de toutes les tentatives de manipulation qui l'avaient précédé. La foule continua son chant alors que les combattants se préparaient pour le troisième round. 2 rounds de domination technique avaient transformé le public de spectateurs en témoins. Ils étaient venus pour un spectacle, mais voyaient plutôt quelque chose de plus profond, le démantèlement systématique d'un combattant et du système corrompu qui le soutenait. Le troisième round s'ouvrit avec une tension crépitante dans l'arène. Les 2 hommes portaient les marques de la bataille, le visage de Lucas enflé et ensanglanté, l'œil de Stéphane commençant à noircir à cause de ce crochet du droit précédent. Les combattants se tournèrent autour, leur respiration lourde dans l'atmosphère chargée. Stéphane remarqua un changement dans les mouvements de Lucas. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose de plus désespéré. Les yeux de Lucas allaient et venaient entre Stéphane et son propre coin, où les gestes frénétiques de Girard étaient devenus de plus en plus agités. « Combat intelligemment maintenant », cria Monique depuis le bord du ring, sa voix portant par-dessus la foule. « Reste juste. » Lucas se jeta en avant avec une combinaison sauvage. Stéphane esquiva les coups, son mouvement de tête net malgré la fatigue. Le fossé technique entre eux était devenu un canyon. L'agression brute de Lucas ne faisait pas le poids face aux années d'entraînement discipliné de Stéphane. « Tu n'es rien. » cracha Lucas à travers ses dents ensanglantées, essayant de retrouver sa bravade antérieure. Mais les mots sonnaient creux maintenant, résonnant de désespoir plutôt que de domination. Ils échangèrent au centre, le JAB de Stéphane trouvant sa cible à plusieurs reprises. Le visage de Lucas se décomposait à chaque impact, sa frustration augmentant visiblement. Lorsque Stéphane esquiva un autre coup sauvage, Lucas se jeta soudainement en avant et frappa son front directement dans le visage de Stéphane. Le coup de tête illégal provoqua des halètements de la foule. Du sang coula d'une nouvelle coupure au-dessus de l'œil de Stéphane, mais avant même que Stéphane puisse réagir, l'arbitre Martin s'interposa, pointant un doigt accusateur vers Stéphane. « Attention au contact », aboya Martin. Dernier avertissement. L'arène éclata en huées. Même les fans occasionnels pouvaient voir que la faute évidente venait de Lucas. La caméra de Valérie surprit Girard hochant la tête avec approbation à la décision de Martin tandis qu'Isabelle Lambert prenait des notes rapides dans son bureau en ville. Mais la réponse de Stéphane surprit tout le monde. Il sourit, le sang coulant sur son visage, et se pencha près de Lucas. « Tu viens de dire à tout le monde qui tu es » dit-il doucement, mais le micro de la cage capta chaque mot. « Maintenant, laisse-moi leur montrer qui je suis. » L'énergie de la foule changea. Ils étaient venus pour du divertissement, mais assistaient à quelque chose de plus profond. Un homme refusant d'être brisé par la corruption, répondant à l'injustice par la compétence plutôt que par la fureur. Stéphane reprit sa garde, ses mouvements devenant fluides, déterminés. Les années d'entraînement avec des instructeurs de combat de l'armée, les innombrables heures de répétition avec ses élèves, tout se cristallisa en ce moment. Lucas, sentant le changement, recula vers la clôture. « Reste et bats-toi comme un homme !» cria Lucas, mais sa voix se brisa. La réponse de Stéphane fut clinique. Il lança un JAB parfait qui projeta la tête de Lucas en arrière. Avant que Lucas ne puisse récupérer, un direct du droit suivit, s'écrasant sur son nez déjà endommagé.
Les mains de Lucas tombèrent instinctivement pour protéger son visage. C'est à ce moment que Stéphane changea de niveau, se baissant sous le contre désespéré de Lucas. Le mouvement était magnifique dans son efficacité. Pas de mouvement gaspillé, pas de télégraphie, exactement comme il l'enseignait à ses élèves. Économie de mouvement égale précision de puissance. Le crochet du gauche final sembla se matérialiser de nulle part. Il connecta avec une précision chirurgicale juste au moment où Lucas essayait de tourner. L'impact résonna dans l'arène, un son comme une batte frappant une balle de baseball. Les yeux de Lucas devinrent vides avant même que son corps ne commence à tomber. Il s'effondra sur la toile par sections, comme un bâtiment en démolition, et resta immobile. Le même silence qui avait suivi leur premier combat descendit brièvement sur l'arène. Stéphane recula immédiatement. Pas de célébration, pas de provocation. Il hocha simplement la tête une fois, reconnaissant la fin nette. Mais cette fois, il savait que le combat n'était pas terminé. Comme prévu, Girard explosa de son siège, hurlant à propos de coups illégaux et exigeant une autre annulation. Vérifiez la rediffusion. Beugla Girard, le visage violet de rage. C'était derrière l'oreille. Le même coup bas que la dernière fois. La foule commença à s'agiter mal à l'aise, se souvenant comment la première victoire avait été volée. Mais Stéphane se dirigea calmement vers le centre de la cage. Avec des mouvements délibérés, il souleva le microphone de la maison, celui que Valérie avait soigneusement placé dans le bandage de son gant lors de son entrée. Son pouce trouva le bouton de lecture. Les haut-parleurs de l'arène crépitèrent et la propre voix de Girard de la pesée retentit. Ne t'inquiète pas pour les côtes. Martin est à nous. On aura la décision qu'on veut, comme la dernière fois. Le trucage est en place. La qualité sonore était parfaite, chaque mot accablant cristallin. L'arène éclata de choc et d'indignation. Le visage de Girard se vida de toutes couleurs alors que ses propres mots lui revenaient en écho. Il chercha sauvagement du regard les sorties, mais Isabelle Lambert se dirigeait déjà vers la cage avec la sécurité du lieu à sa suite. Philippe Girard, la voix d'Isabelle coupa le chaos. La commission doit vous parler maintenant. Martin recula de la scène, essayant de se rendre invisible. Mais il n'y avait nulle part où se cacher. Pas des caméras, pas de la vérité, pas de la justice qui les avait enfin tous rattrapés. Lucas était aidé à se relever par l'équipe médicale, la conscience revenant en même temps que la réalisation que sa carrière implosait. L'image fabriquée, le palmarès protégé, les insultes racistes utilisées pour vendre des billets. Tout s'effondrait sous le poids de la vérité enregistrée. Monique se tenait sur son siège, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle applaudissait. Autour d'elle, la réaction de la foule se transforma de choc en compréhension, puis en approbation retentissante. Ils avaient été témoins non seulement d'un chaos, mais de l'exposition d'une corruption qui avait trop longtemps couvé dans le sport. Stéphane resta au centre de la cage, toujours calme, toujours digne. Le sang se mêlait à la sueur sur son visage, mais ses yeux étaient clairs et concentrés. Il avait gagné non seulement avec ses poings, mais avec la vérité comme arme la plus puissante. 2 semaines après la revanche explosive, les caméras se pressaient sur les marches du palais de justice. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur les journalistes, les officiels et les membres de la communauté rassemblés. Isabelle Lambert s'approcha de la batterie de microphones, son attitude professionnelle ne parvenant pas à masquer complètement sa satisfaction. Après une enquête approfondie et des preuves irréfutables, commença Isabelle, sa voix portant à travers la foule silencieuse, la Commission athlétique nationale a voté à l'unanimité pour imposer une interdiction à vie au promoteur Philippe Girard pour trucage de match, corruption et mise en danger de la sécurité des combattants. Les flashs crépitèrent. Au premier rang, Monique serra la main de Stéphane. Léo, le poignet en voie de guérison mais toujours dans une attelle légère, se tenait grand à leur côté. De plus, continua Isabelle, le combattant Lucas la Vipère Duval a été suspendu indéfiniment pour son rôle dans l'orchestration de l'agression sur le mineur Léo Moreau. Les accusations criminelles dans cette affaire sont traitées séparément par le procureur de la République. La caméra de Valérie Bertrand se concentra sur l'avocat de Lucas tentant de s'éclipser à travers la foule. Les images constitueraient un ajout puissant à sa série documentaire, 10 secondes de vérité. La commission a officiellement certifié la victoire par KO. Technique de Stéphane Dubois, la voix d'Isabelle se renforça, et à la lumière de la fraude au pari découverte, sa bourse sera doublée grâce à des paiements de restitution.
Une acclamation s'éleva de la foule rassemblée. Plusieurs des jeunes élèves de Stéphane se mirent à scander « Atlas, Atlas !» jusqu'à ce que leurs parents les calment doucement. Mais peut-être plus significativement, Isabelle marqua une pause, laissant le moment prendre de l'ampleur. Les actifs saisis des entreprises illégales de M. Girard seront utilisés pour établir un nouveau centre communautaire dans le quartier défavorisé de notre ville. À la demande de M. Dubois, il sera nommé le centre communautaire Léo Moreau. Les yeux de Léo s'écarquillèrent de surprise. Il regarda Stéphane, qui hocha simplement la tête avec un petit sourire. Monique passa son bras autour des épaules de l'adolescent alors qu'il retenait ses larmes. Cet établissement, expliqua Isabelle, fournira un entraînement sportif gratuit, du soutien scolaire et des programmes de mentorat aux jeunes à risque. La construction commence le mois prochain et devrait être achevée d'ici la fin de l'année. Après les déclarations formelles, Stéphane s'approcha des microphones. Il avait l'air différent maintenant, plus détendu, le poids de l'injustice enlevé de ses épaules. Le combat n'a jamais été une question de violence pour moi, dit-il doucement, la foule se tendant pour entendre ses paroles mesurées. C'était une question de discipline, de respect et de se relever lorsque la vie essaie de vous faire tomber. Ce centre enseignera ces mêmes leçons aux enfants qui en ont le plus besoin. La caméra de Valérie surprit Monique s'épongeant les yeux avec un mouchoir alors que Stéphane continuait. J'annonce également aujourd'hui ma retraite de la compétition, dit-il. Mon dernier combat a prouvé ce qui devait être prouvé. Il est maintenant temps de me concentrer sur la prochaine génération. Des questions fusèrent de la part des journalistes, mais Stéphane leva la main pour obtenir le silence. Une personne sage m'a dit un jour que la vraie victoire ne consiste pas à savoir qui tombe, mais qui aide les autres à se relever. C'est ce que ce centre fera. C'est ce qui compte. La conférence de presse se déplaça sur le site de construction où des rendus architecturaux montraient une installation moderne s'élevant de ce qui avait été un entrepôt abandonné. Monique, déjà en charge de la supervision de la rénovation, montrait des caractéristiques aux officiels rassemblés. La salle d'entraînement principale aura une ventilation adéquate, insista-t-elle en tapotant les plans. Ces enfants méritent mieux que ce que Stéphane avait au début. Et nous aurons besoin d'un bon éclairage pour les zones d'études. L'éducation passe avant tout. Valérie se déplaçait dans la foule, recueillant les dernières interviews pour son documentaire. Son microphone captait des bribes de conversation, des anciens de la communauté planifiant des programmes de bénévolat, des parents discutant des possibilités périscolaires, des enfants comparant avec enthousiasme le rendu à leur espace d'entraînement actuel. C'est comme une boucle qui se referme, lui dit l'un des premiers élèves de Stéphane devant sa caméra. Le coach nous a appris à nous battre avec honneur. Maintenant, nous pouvons transmettre cela. Le chef de chantier examinait les détails du calendrier avec Monique, qui avait, on ne sait comment, produit une feuille de calcul détaillée des étapes du projet. Ses compétences organisationnelles, affinées par des années de gestion de la chorale de l'église et des finances de la salle, se révélaient déjà inestimables. Nous commencerons par les fondations la semaine prochaine, expliqua le chef de chantier. Nous devrions avoir la charpente montée d'ici un mois. Léo parcourait le périmètre du site, ses jeunes élèves le suivant comme des canetons. Bien que son poignet soit encore en guérison, il avait déjà commencé à assister à l'enseignement, montrant un talent naturel pour créer des liens avec les plus jeunes. Vous voyez cet espace-là? Il montra une zone sur le rendu. Ce sera notre nouvelle section de sacs lourds. Le coach dit qu'on pourra même installer des sacs de vitesse. Vers la fin de l'événement, Stéphane s'écarta discrètement de la foule. Il sortit ses gants de compétition usés de son sac de sport, les mêmes qu'il avait portés lors des 2 combats contre Lucas. Avec des mouvements soigneux, il les monta sur une section de mur qui deviendrait l'entrée principale du centre. La caméra de Valérie le suivit, capturant le moment dans une parfaite lumière matinale. Elle documentait cette histoire depuis ce premier chaos. Controversée, et maintenant elle en capturait la résolution. Ces gants, expliqua doucement Stéphane à son objectif, représentent à la fois l'injustice et la justice, la haine et l'espoir. Il nous rappelle que le combat pour ce qui est juste ne se termine pas avec une seule victoire. Il se poursuit à travers chaque vie que nous touchons, chaque enfant que nous instruisons, chaque jour où nous refusons de reculer devant ce qui est juste. Le soleil matinal se renforça, filtrant à travers les vieilles fenêtres de l'entrepôt qui serait bientôt remplacé. Sur un tapis temporaire disposé pour l'occasion, Léo travaillait déjà avec plusieurs jeunes élèves, leur montrant la bonne garde et le bon jeu de jambes.
son attelle au poignet ne semblait pas du tout le ralentir. Stéphane les regardait s'entraîner, une tasse de café réchauffant ses mains, un sourire tranquille sur son visage. La caméra de Valérie capta son expression alors qu'elle enregistrait sa narration finale. La justice ne sonne pas une cloche, elle résonne pour toujours. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Veuillez la partager avec vos amis et vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné 2 histoires pour vous que je pense que vous apprécierez. Passez une excellente journée.